Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler manchots. Les manchots du Cap que vous voyez ici dans cette superbe photo. Pour le déroulé de la session, vite fait, on va parler d'abord évidemment du manchot africain, du manchot du Cap, ici, donc de ce que c'est comme espèce, etc. Et puis après, on va parler des actions de conservation qui sont faites sur cette espèce et de son état actuel de conservation, ce qui se passe, et des problèmes que l'espèce rencontre, parce qu'évidemment, il y en a quelques-uns. Donc, je vous présente le manchot du Cap, ou manchot africain, qui est un manchot qui, comme son nom l'indique, habite en Afrique. Et oui, il y a des manchots en Afrique. Et qui se distingue par, ici vous avez une petite coloration un peu rosée là au-dessus de l'œil, et puis il y a une sorte de cercle un peu blanchâtre sur le bec, mais à part ça il n'y a pas beaucoup d'autres différences, hein. C'est un manchot, c'est noir et blanc. Celui-là il n'est pas bien grand, c'est clairement pas la taille de manchot empereur, donc on va partir sur plutôt quelque chose qui fait 30-40 cm de haut, pas plus. Et malgré sa taille, c'est une petite bête assez féroce, mine de rien. Car tous les soigneurs animaliers qui ont déjà travaillé avec du manchot vous le diront, ce sont des animaux qui gardent leur nid et qui gardent leurs petits de manière très très féroce, et le petit bec que vous voyez là, en fait, il est particulièrement dur et il mord très fort. Donc si vous vous approchez trop d'un manchot et qu'il n'est pas d'accord, faites gaffe au bec, il peut faire très mal avec ça, j'en ai déjà fait l'expérience, c'est pas très agréable. Voilà, donc ça a pas l'air comme ça a l'air tout gentil, on dirait un peu des grosses peluches, mais ça reste des oiseaux qui ont un certain esprit combatif, hein, voilà, c'est petit, mais c'est féroce. Alors ces manchots du Cap, ils vivent sur la côte sud-africaine. Alors j'avais une petite carte quelque part. Donc on parlera de cette carte après, mais en gros, vous avez ici l'Afrique du Sud. Là, c'est les différentes provinces. Et vous avez le manchot qui va s'installer ici sur les côtes de l'Afrique du Sud, tout du long, jusqu'au Mozambique là-haut, et jusqu'à la Namibie de ce côté-là. Bon, du côté du Mozambique, les colonies ont un peu disparu maintenant, mais il y en a jusqu'à la Namibie, donc jusqu'à la côte, jusqu'en haut de la côte ouest, ici. Et puis après, vous en avez autour du Cap, là, autour de Port Elizabeth, bref. Ça remonte un petit peu sur cette côte ici, mais bon, ça va pas jusqu'à Durban, ça va pas jusque-là, hein. Généralement, en ce moment, il va être plus ici, voilà, dans cette zone-là. Et puis c'est tout. C'est un manchot qui vit dans des températures qui peuvent être un peu considérées comme chaudes pour un manchot, parce que évidemment on n'est pas toujours dans la neige ici en Afrique du Sud. En été on peut quand même atteindre des températures qui sont assez hautes, hein, de l'ordre de 30-35 degrés. Donc c'est un oiseau qui est adapté à des climats qui sont pas trop froids finalement. Bien qu'en hiver, surtout sur le bord de mer, ça puisse descendre un petit peu, hein, on reste sur un climat océanique. Évidemment, ce manchot est en voie de disparition, hein, sinon je vous en parlerai pas de sa conservation. Je sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Afrique du Sud, mais en gros, il y a eu toute une période de colonisation, hein, 17e, 18e siècle, avec des colons qui sont remontés du Cap, du sud de l'Afrique du Sud, pour remonter ici jusque dans les terres, et ces colons ont utilisé pas mal de choses sur la côte, et notamment ils ont vu les manchots à l'époque, ils ont fait des rapports sur la quantité de manchots qu'il y avait à l'époque lorsqu'ils sont arrivés, et on parlait de jusqu'à 1 million de couples de manchots sur le bord de l'Afrique du Sud. Pour vous donner une idée de ce qui reste actuellement, on table entre 10 000 et 20 000 couples, et la quantité de couples de manchots du Cap diminue tous les ans, malheureusement. Donc voilà, on est passé d'une population de manchots qui était énorme à finalement une population de manchots qui se restreint d'année en année. Alors le manchot du Cap, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais je crois que j'en avais parlé une fois dans un épisode du Courrier de la Sterne. D'ailleurs, si vous voulez aller voir le podcast, n'hésitez pas, hein, sur le Courrier de la Sterne. Et on avait parlé des petits points blancs qu'ils avaient sur le ventre.
qui sont intéressants parce que c'est un peu leur carte d'identité pour un peu comme nous on a nos empreintes digitales, eux ils ont leurs petits points sur le ventre ici qui sont spécifiques à chaque individu, bien que dans certains cas ces petits points puissent varier en fonction des mus ou alors lors du passage du plumage juvénile au plumage plus adulte. Voilà, mais en gros, ça, c'est une manière de reconnaître un manchot, parce qu'ils sont plus ou moins tous différents, et en zoo, c'est bien pratique, parce que ça vous permet de savoir qui est qui, parce que si vous regardez juste la tête du manchot, souvent ça va être un peu compliqué. On va dire qu'ils se ressemblent tous beaucoup. Cette photo-là a été prise à Boulders Beach, donc vous avez pas mal de colonies qui sont sur le sud de l'Afrique du Sud, et notamment vous avez Boulders Beach. Voilà, donc Boulders Beach c'est sur le sud de l'Afrique du Sud, c'est juste à côté du Cap, et là vous avez une autre photo ici de la plage en question. C'est souvent une plage avec pas mal de touristes à côté, et c'est une plage où il y a une grosse colonie de manchots qui ont été relâchés suite d'ailleurs à une action de conservation dont on parlera tout à l'heure. Donc ces petits manchots qui vivent sur la côte sud de l'Afrique du Sud, malheureusement, leur vie n'est pas très simple, parce que ils ont des tas de problèmes. Le premier, ça a été lorsque les colons se sont installés en Afrique du Sud. Ils ont décidé, évidemment, pour s'installer sur les côtes de l'Afrique du Sud, qu'ils allaient aussi commencer à faire de l'agriculture. Sauf que lorsque vous faites de l'agriculture et que vous intensifiez petit à petit votre agriculture, vous avez besoin de ce qu'on appelle des engrais. Et alors, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'engrais de synthèse, hein, on est d'accord, on parle 17e, 18e siècle, voire 19e. À cette période-là, les engrais de synthèse, même si au 20e, 19-20e, on va dire que ça commence, 20e, avant ça, non. Et alors, avant ça, on utilisait des fientes d'oiseaux, qui contiennent pas mal de choses qui permettent vraiment à vos plantes de bien partir. Alors attention, c'est souvent très concentré, vous pouvez faire ça si vous avez des poules dans le jardin d'ailleurs, si ça vous dit. Vous récupérez les fientes et puis vous l'utilisez pour faire de l'engrais. À diluer, cela dit, parce que c'est souvent très concentré. À l'époque, les fermiers, les colons du coin, c'est que ils allaient sur les îles des manchots. Donc là, vous avez par exemple un environnement typique de manchots du Cap, c'est-à-dire sur des rochers. Hein. D'habitude, ils sont pas sur du sable. Là, vous les avez ici sur du sable parce que malheureusement, voilà. Donc là, vous les avez sur du sable parce que ils ont plus trop d'environnement possible, mais on en parlera encore tout à l'heure. Mais normalement, l'environnement de base du manchot sud-africain, c'est ça. C'est du rocher, voilà, c'est avec la mer autour. Et sur ce rocher-là, comme ils y passent leur vie, ils font aussi pas mal de fientes dessus, et ils vont accumuler ce qu'on appelle du guano, c'est-à-dire que vous avez couche après couche de fientes accumulées sur ces rochers qui vont faire une sorte de couche très épaisse qui pouvait aller jusqu'à plusieurs mètres de haut, et dans lequel ils allaient creuser notamment leur nid. Voilà, parce que c'était un peu plus malléable que les rochers quand même, donc ça permet de creuser. Or, ce guano, donc ces fientes de manchots, ont été utilisées pendant tout le 18e et le 19e comme engrais par les colons qui s'étaient installés en Afrique du Sud et qui avaient bien besoin de cultiver leurs terres. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés sur les îles des manchots, qu'ils ont récupéré tout le guano qu'ils ont pu, qu'ils ont quasiment vidé, hein, les îles des manchots de leur guano, et les manchots se sont retrouvés avec des rochers sans guano. Premier problème pour les manchots, le guano, ça leur sert à faire leur nid. Donc sans guano, plus de nid. Donc lorsque vous avez plus de guano et que vous êtes un manchot, vous êtes obligé de faire comme ça, c'est-à-dire de nicher en faisant un petit trou peut-être dans une plage avec du sable, si vous en trouvez une, ou bien d'aller directement nicher sur un rocher, et d'être un peu à la merci des prédateurs, parce que la raison pour laquelle les manchots faisaient des nids dans du guano, c'est que lorsque vous êtes sous terre, quand vous êtes un manchot, vous êtes protégé des prédateurs. Alors j'avais ici, voilà, cette petite image par exemple. Alors là, c'est un nid artificiel parce que des vrais nids de manchots creusés dans du guano, comme il y avait il y a quelques centaines d'années, de nos jours, il y en a quasiment plus. Donc ça, par exemple, c'est une image de nid artificiel qui a été construit pour remplacer ce qui aurait dû être l'habitat originel des manchots du Cap. Donc vous voyez ici le manchot, là en l'occurrence il y en a deux, hein, c'est un couple, qui va se mettre face à l'entrée de son nid, qu'il a creusé lui-même, normalement, hein, et qui va donc le défendre en se mettant en fait la tête devant le nid, en présentant juste le bec,
et en gardant l'intérieur du corps, le reste du corps à l'intérieur du nid, comme ça, ce qui va lui permettre de bien protéger son nid en laissant dépasser uniquement le bec. Histoire de bien pouvoir mordre tous les prédateurs qui essaieraient de s'attaquer au poussin ou à l'œuf ou ce qu'il a mis dans son nid en tous les cas. Et ça, évidemment, si vous leur retirez leur nid, le manchot, il est plus protégé du tout. Donc tous les prédateurs qui sont autour, qui vont essayer de choper les poussins, ils ont le champ libre en quelque sorte. Donc premier problème pour le manchot, on lui a retiré son guano, et du coup il peut plus construire de nid. Donc évidemment, vous avez un problème de survie des jeunes, qui font que votre population de manchots a du mal à se maintenir. Et donc ça ne date pas d'hier, vu que ça date des siècles précédents. Deuxième problème pour le manchot, et là on va revenir à notre petite carte précédente, te voici. Deuxième problème pour le manchot, c'est la nourriture. Alors la nourriture, le manchot, il est pas très difficile, il mange pas mal de petits poissons, hein, ça reste du piscivore. Sauf que ces poissons, en ce moment, ils ont tendance à diminuer. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on a pas mal de surpêche un peu partout dans le monde, et notamment en Afrique du Sud, on a de la surpêche au niveau des sardines. Qu'est-ce qui se passe avec les sardines en Afrique du Sud? Bon. Alors, les sardines ont besoin de courants froids, c'est généralement dans ces eaux-là qu'elles vivent, et elles sont très très présentes en Afrique du Sud dans un courant qui s'appelle le Benguela, qui est là, juste là, qui est entre 14 et 20 degrés, qui est parfait pour les sardines, pour leur vie, donc c'est là qu'elles vont gentiment sardiner. Et donc il y a pas mal de pêcheurs qui utilisent cette zone-là pour aller pêcher des sardines et qui les pêchent par tonnes entières pour les envoyer dans le monde entier. Le problème, c'est que non seulement ils les pêchent ici, dans les eaux où elles restent la majeure partie de l'année, mais ils les pêchent aussi en hiver lorsqu'elles vont se reproduire dans un courant ici qui est beaucoup plus petit et qui est beaucoup plus proche des côtes, qui va remonter quasiment jusqu'au Mozambique, donc jusque là, et qui va passer par tous les grands ports d'Afrique du Sud, ici, et donc qui va être particulièrement utilisé par tous les pêcheurs, parce que c'est à cette période-là que les sardines vont se regrouper en grands bancs de sardines, c'est ce qu'on appelle le sardine run, et elles vont non seulement migrer, mais elles vont aussi se reproduire, c'est leur saison de reproduction l'hiver pour les sardines. C'est à cette période-là, normalement, que vous avez tous les grands prédateurs qui viennent essayer de choper des sardines aussi, parce que c'est le moment parfait pour eux, pour les dauphins, pour les requins, pour les baleines, bref, pour tout le monde, pour venir se payer une bonne tranche de sardines, mais c'est aussi le moment rêvé pour tous les bateaux, pour les chalutiers et pour les autres, pour venir aussi choper de la sardine. Donc entre tous ces prédateurs et tous les chalutiers, sans compter tous les gens qui sont sur le bord des côtes et qui vont de leur petite épuisette aussi pour récupérer un max de sardines, parce que c'est un courant tellement proche des côtes qu'en fait, quand vous êtes sur la plage, vous pouvez aussi récupérer des sardines avec votre épuisette, clairement, sans aucun problème, et vous pouvez donc faire votre petite réserve pour l'année si vous avez envie. Et donc tout le monde y va de sa petite épuisette pour aller chercher de la sardine. Sauf que le problème, c'est que quand on surpêche pendant cette période-là, pendant qu'on est en hiver, pendant la saison de reproduction, en fait, vous empêchez du coup certaines sardines de se reproduire et vous faites diminuer encore d'autant plus la quantité de sardines qu'il va y avoir l'année suivante, vu qu'il y a eu moins de reproduction. Donc, ce qui fait que d'année en année, ce sardine run devient de plus en plus petit, et les manchots qui utilisent la sardine comme l'un des poissons les plus importants dans leur alimentation, ils ont de moins en moins à manger. Donc les quantités de sardines ici que vous avez généralement à l'année diminuent d'année en année, et ça c'est un deuxième problème pour les manchots, parce qu'évidemment si vous n'avez pas à manger, il n'y a pas de survie. Voilà. Donc non seulement ils se font piquer leur nid, mais en plus ils se font piquer leur bouffe. Clairement ça se passe pas très bien. L'autre petit problème, parce qu'il n'y a pas que ça non plus évidemment, c'est toujours pareil, vous avez les soucis de réchauffement climatique évidemment. Donc bon, là on vous donne des températures indicatives ici pour les courants océaniques, mais faut voir que ces températures ont tendance à changer dernièrement. Que là vous avez ce qu'on appelle la Gulasse par exemple, qui est un courant chaud qui descend, qui a tendance en ce moment à faire un peu n'importe quoi d'ailleurs, donc on sait pas trop comment ça va influencer les populations de poissons qui sont sur le côté de l'Afrique du Sud là. Là en ce moment on est un peu dans le flou, on sait pas comment ça va évoluer dans les mers au niveau des courants, au niveau des températures, au niveau de la survie du coup des espèces qui sont associées à ça.
On est beaucoup dans le flou et on s'inquiète un petit peu parce que la survie de ces espèces de poissons est du coup directement liée à la survie des espèces comme le manchot africain, qui évidemment ne pourra pas survivre s'il n'y a pas à manger. Voilà, donc là on est parti déjà sur du bon gros problème, le réchauffement climatique, l'habitat détruit et le problème de nourriture. Donc le manchot du Cap a de sérieux soucis en ce moment. Sans compter évidemment les soucis éternels de pollution, de marée noire qu'il y a pu avoir il y a déjà quelques années. Bon, là dernièrement il n'y en a pas trop eu, heureusement, parce que sinon ça aurait pas été top. Mais voilà, vous imaginez que le pauvre il est en train de se prendre sur la tronche toute une pléthore de problèmes divers et variés qui sont insolvables à son niveau de toute façon, et que si nous on ne fait pas quelque chose, on va bientôt documenter l'extinction de cette espèce. Malheureusement. Est-ce que cette colonie cohabite avec les humains, donc celle de Boulders Beach, j'imagine? La colonie de Boulders Beach, donc qui est juste à côté du Cap, cohabite plus ou moins avec les humains, parce que c'est des manchots qui sont relâchés d'une opération de conservation. Non, je sais pas si on les voit ici. Non. Donc en gros, c'est des manchots qui viennent d'un endroit qu'on appelle Sencob. C'est un centre de sauvegarde qui est spécialisé dans la sauvegarde des manchots du Cap, enfin spécialisé jusqu'à un certain point parce que bon ils font d'autres actions avec lesquelles je suis pas forcément tout à fait d'accord. On pourra en parler tout à l'heure si vous voulez, mais bon après on est plus dans le détail à ce niveau-là, mais bon, voilà, ceux-là je suis pas très fan. Mais en gros ce qu'ils font c'est qu'ils récupèrent des œufs dans les nids des manchots. Faut savoir que les manchots tous les ans ils pondent 1 ou 2 œufs. Chaque couple de manchots, hein, et parfois ils font une deuxième ponte derrière si la première n'a pas réussi, ou voire même une deuxième des fois si la première a réussi, mais s'il y a suffisamment de nourriture, enfin bref, si toutes les conditions sont réunies pour une deuxième ponte. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont récupérer des œufs dans les nids. Bon, ils en laissent un souvent, et puis ils récupèrent le deuxième. Voilà. Donc ils vont récupérer un œuf, et ils laissent le deuxième sur place, pour que les parents puissent quand même en élever un. Et ils élèvent donc le deuxième poussin à la main. Et après, ce qu'ils font, c'est qu'ils relâchent le poussin en question dans l'habitat. Donc là, on est sur une action de conservation, hein, voilà. Typiquement, bon, après, je suis pas super d'accord avec leur méthode d'élevage de manchots, parce qu'il y a 2-3 trucs qui me font un peu tiquer, mais là, c'est plus moi en tant que professionnel de l'élevage de zozio, on va dire, mais bon. C'est un projet qui se tient, hein. Voilà, c'est juste que les manchots qui en sortent, je suis pas tout à fait certaine qu'ils soient vraiment adaptés à vivre dans la nature, et c'est la raison pour laquelle on a cette colonie qui est si proche de l'homme au final. Alors que normalement n'importe quelle colonie de manchots sauvages va essayer de vivre le plus loin possible de l'homme, d'habitude, et puis va essayer de vivre dans des environnements qui sont pas des environnements avec du sable. Là, l'environnement que je vous ai montré là tout à l'heure avec ce sable là c'est clairement pas l'environnement naturel du manchot. Le manchot, il vit sur le rocher, il vit sur des endroits où c'est caillouteux, où c'est assez compliqué d'accès, souvent pour nous d'ailleurs, et même pour eux aussi. Mais il vit pas sur des plages, et il vit certainement pas au contact de l'homme. Donc c'est pour ça que je suis un peu... je suis pas vraiment fan de la manière dont ils font leur projet. Je pense qu'il y a 2-3 trucs qui pourraient améliorer, et je trouve qu'il y a... Ouais, c'est pas... De mon point de vue, c'est pas le mieux. Il y a d'autres projets que je trouve un peu mieux, dont on parlera après, mais ouais, ceux-là vivent un peu trop au contact de l'homme, pour moi. Ça pose quelques autres soucis derrière. Notamment, ça va poser des soucis au niveau des chats, des chiens et de tout ça, parce que, en fait, cette plage est juste à côté de la ville. Alors là, vous le voyez pas trop, mais la ville, elle est juste là. Et du coup, tout ce qui est chat, chien errant, chat domestique, de toute façon, qui a envie de passer dans le coin et choper un poussin dans des nids qui sont pas protégés, ils peuvent tout à fait le faire. Et du coup, vous relâchez des manchots ici, dans cet endroit-là, pour que de toute façon leur succès reproducteur derrière soit quasiment nul, vu que leurs petits se font bouffer. Donc je trouve pas que ce soit très intéressant de faire ce genre de choses et d'avoir des manchots vraiment proches des villes à cause de tous les soucis qu'on amène avec nous en tant qu'humains. Voilà. Bon, après oui, ça c'est la colonie de manchots qui vit au contact de l'homme et qui est à Boulders Beach. Bref.
Alors je pense qu'on a vu un petit peu tous les problèmes qui peuvent tomber sur la tête de ces pauvres manchots du Cap. Il serait peut-être temps de voir si on a des solutions. Après tout, ça pourrait quand même être intéressant. Alors j'ai participé à plusieurs projets pour le manchot sud-africain, notamment celui-là. Ce manchot sud-africain, donc, on a vu qu'il lui manquait une chose principale, il lui manquait de quoi faire des nids. Il manque un site de nidification. Enfin, il lui manque pas les sites de nidification, il lui manque surtout le matériel pour faire les nids, il lui manque le guano qu'il avait à l'origine. Donc ce qu'on a fait, ceci. Alors il y a eu plusieurs types de nids artificiels qu'on a mis en place. Et ça, c'est la dernière version. Bon, elle a déjà 5-6 ans cette dernière version, mais bon, elle fonctionne pas mal. C'est une sorte donc de nid artificiel à 2 épaisseurs, donc vous avez le nid à l'intérieur et au-dessus ce qu'on appelle la fly sheet pour des soucis de conservation d'hydrométrie, des soucis de ventilation, enfin bref, de conservation de la chaleur aussi. Et donc ça c'est un nid qui va permettre de remplacer les nids originaux dans lequel les manchots auraient dû protéger leurs petits. Donc l'avantage c'est que donc vous allez entrer de ce côté-là. Voilà, donc vous avez ici une petite image avec un nid hop, et une entrée ici. Donc vous voyez que c'est à la taille du manchot, hein, clairement. Et ça va permettre au manchot de faire comme dans ses nids naturels, qui est normalement creusé lui-même. Il va pouvoir se mettre donc bien face à l'entrée avec le bec qui ressort et puis protéger sa progéniture sans problème contre les prédateurs. Parce qu'évidemment on a des petits soucis aussi sur les îles, on pourrait dire c'est juste les chats et les chiens errants sur les plages qui sont embêtants avec les manchots du Cap, mais en fait c'est pas du tout le cas. Sur les îles vous avez aussi tout ce qui est autres oiseaux marins qui viennent choper les petits dans les nids pendant que les parents sont partis à la mer pour aller chercher du poisson. Et donc les petits sont laissés sans surveillance, et comme ils sont pas bien cachés au fond d'un nid, bah, ils sont facilement visibles de haut, et notamment par tout ce qui est goéland, cormorans, etc., qui viennent s'en piquer une bonne tranche, et qui viennent donc choper les poussins directement dans les nids qui sont à ciel ouvert. Lorsque vous avez un nid fermé comme ça, eh ben vous avez beaucoup moins de pression de prédation sur les petits poussins, et ça vous permet d'augmenter votre succès reproducteur des couples de manchots, ce qui est pas négligeable quand même. Il y a juste 1 ou 2 paramètres qu'on a dû vérifier pour ces nids-là. Comme je disais, il faut faire attention à la température dans le nid, il faut que ça dépasse pas une certaine température, il faut que ça soit pas en dessous d'une autre température non plus, pour que le petit ait pas trop chaud mais pas trop froid non plus. Et puis il faut pas non plus qu'il y ait trop ou pas assez d'humidité, parce que c'est pareil, lorsque vous incubez un œuf, vous avez à l'intérieur de l'œuf des membranes qui vont soit se rigidifier, soit devenir très très souples, voire même trop souples des fois, et qui vont laisser passer normalement l'air ambiant, mais aussi qui vont devoir laisser passer le poussin lorsqu'il va être prêt à éclore. Et si elles sont trop rigides, ou voire pas du tout assez rigides, l'un comme l'autre ne vont pas pouvoir traverser la membrane, donc ça va être embêtant. Et ça va faire que l'œuf ne pourra pas éclore correctement, ne pourra pas se développer correctement. Donc vous avez tous ces problèmes-là qui sont importants dans la création des nids aussi, et qu'on a dû vérifier avant de mettre ça en route, et avant de mettre ça en production. Ah, c'était les prototypes de nids qu'on avait fait. Ça c'était chouette ça. Il y en avait plein des différents. Enfin, attendez que je vous montre ça. Il y en avait un qui était marrant parce que voilà, il y avait de l'herbe dessus. Alors on avait essayé celui-là. Tout cela, c'était les nids en céramique avec le même matériau, et on avait testé plein de formes différentes, parce que la forme a aussi une influence sur la distribution de l'air à l'intérieur, la quantité d'isolation que vous allez obtenir aussi, pour voir si la température va beaucoup varier en fonction des températures ambiantes, ou si au contraire vous allez avoir une bonne isolation qui va permettre d'avoir une température à l'intérieur qui va être plus ou moins constante. Évidemment, il y aura des variations, on n'a pas d'isolation en polystyrène là-dedans, mais voilà, on essaie de garder une température plus ou moins constante et une hygrométrie plus ou moins constante à l'intérieur aussi. Donc là, le premier nid, il était très bien parce qu'en fait, c'était un nid qu'on avait recouvert avec des plantes locales. Sur les îles, vous avez une végétation locale, hein, évidemment, qui est constituée de petits trucs. C'est des buissons assez bas, des toutes petites plantes, des petits machins qui ont l'air de rien comme ça vraiment, mais qui mis ensemble en fait sur un nid comme ça, et puis vous rajoutez un peu quelques galets, des cailloux, un peu de terre, ce que vous voulez, et ben en fait c'est vachement isolant. C'est un peu le même effet avec je sais pas si vous avez vu les trucs comme ça, style les maisons de Hobbit.
Il y a pas mal de gens comme ça qui font des maisons avec un toit en terre en fait. Et ça a une isolation, c'est pas mal niveau isolation, hein, vraiment. Et donc c'est ce qu'on avait testé là-dessus. Alors c'est pas mal. Par contre, le problème de ce truc-là, c'est que sur les îles, cette végétation, on n'aimerait pas non plus trop l'encourager, il en faut un peu, mais faut pas non plus qu'il y en ait trop, parce qu'il faudrait pas que ça recouvre tout, sinon les manchots pourraient pas nicher. Parce que les manchots, donc, aiment nicher entre les rochers, dans le guano. Mais ils nichent pas dans la végétation, normalement, donc en fait, ça, c'était peut-être pas mal au niveau de la température et de l'humidité, mais c'était pas top au niveau environnement naturel pour le manchot, en fait. Donc il y avait ça aussi qu'il fallait prendre en compte. Donc on n'a pas trop pu utiliser ce design-là. Mais voilà, donc ça vous donne une idée de tous les trucs en fait qui rentrent dans la réflexion derrière pour essayer de trouver un produit qui soit le plus adapté possible pour votre espèce, et c'est vraiment pas simple. Parce qu'il faut vraiment prendre en compte tous les paramètres pour l'espèce en question. Alors après, il y avait d'autres modèles comme ça, celui-là. Alors celui-là, on avait rajouté des trous pour la ventilation, parce qu'on trouvait qu'en fait, ils avaient essayé celui-là ici, et celui-ci, alors on va les faire dans l'ordre parce que c'est dans celui-là. Voilà. Donc ils avaient essayé celui-là où en fait ils avaient remplacé la végétation uniquement par du caillou et ça avait pas bien marché du tout. La température a été montée en flèche, c'était terrible, vraiment. Et notamment quand il faisait chaud, on avait mis, c'était plus en coloration un peu plus blanche pour éviter que ça prenne trop le soleil, mais on n'avait pas pu... Non, c'était vraiment terrible au niveau des températures avec du soleil, c'était pas possible. Ils allaient rôtir dedans les œufs, ça c'est clair. Celui-là, on avait essayé sans les cailloux. Bon, c'était pareil, hein, ça avait pas changé grand-chose, hein, pas d'isolation. Et puis le cinquième, on avait commencé à rajouter de la ventilation. Donc il y avait 2 trous ici pour la ventilation, puis 1 ou 2 derrière, je crois. C'était un peu mieux, mais on avait quand même grosse hausse de température lorsqu'on avait beaucoup de soleil dessus. Le lit numéro 6, cette fois-ci, c'est là où on avait commencé à développer le concept de fly sheet, donc c'est la couche supérieure qui est différenciée du nid qui est à l'intérieur. Donc on a rajouté une couche pour en fait avoir cet espace entre les deux qui permettait d'avoir une couche d'air, un peu comme dans votre doudoune, quand vous mettez une doudoune pendant l'hiver, vous avez des couches de tissu, et puis à l'intérieur vous avez du duvet, des machins, ce que vous voulez, et qui va emprisonner de l'air en fait. C'est un moyen d'emprisonner de l'air comme dans votre oreiller pour que vous ayez une sorte d'isolation qui se fasse. Donc là c'est un peu le but c'était d'emprisonner de l'air entre 2 couches de trucs, donc de laisser à peu près cet espace-là entre les deux, et de rajouter des trous de ventilation en dessous pour que l'air circule bien aussi dans le nid à l'intérieur. Et ça avait pas mal marché. Et finalement, on avait gardé cette forme-là, ici, qui finalement était meilleure au niveau de la forme, parce que, ici au bout, le nid, il peut pas juste être tout plat. Pour les manchots, on s'en est rendu compte après, c'est que le manchot, il aime se tenir debout dans son nid de temps en temps, quand même. Or, si vous le gardez tout plat comme ça, il pourra jamais se tenir debout, il sera obligé d'être toujours allongé. Et c'est pas bien pratique pour lui. Donc, ce qu'il faisait en dessous de ces nids-là, quand on les avait testés avec les manchots, c'est qu'en fait, il allait creuser en dessous du nid en plus, pour se faire un endroit suffisamment haut pour qu'il puisse se tenir debout, tout en gardant l'entrée suffisamment basse pour qu'il puisse la défendre juste en laissant coucher avec le bec qui ressort. Et ça, donc, c'était la meilleure solution pour les manchots, parce que quand vous posez ça sur un endroit où il y a pas de terre, il n'y a pas de gravier, il y a juste du rocher en dessous, votre manchot, de toute façon, il ne pourra pas creuser. Donc vous allez être obligé de lui proposer une forme qui va faire en sorte qu'il puisse se lever au fond du nid, s'il a besoin, pour aller nourrir son petit, ou voilà, pour retourner l'œuf, enfin bref, n'importe. Mais du coup, on avait un nid qui était comme ça. Donc voilà, c'était un truc en triangle en quelque sorte. Vous aviez la partie à l'arrière, le nid lui-même qui était plus haute que la partie d'entrée qui elle était beaucoup plus basse pour qu'il puisse garder son nid tranquillement. Donc il y avait aussi tout ça qui était rentré là-dedans dans la création du nid. C'était voilà, il y a plein de trucs auxquels il faut penser, auxquels on pense pas parce qu'on n'est pas l'espèce en question, si vous voulez, donc on sait pas ce dont il a besoin de base, et c'est que à force de tâtonnement qu'on arrive à savoir ce qui lui convient. Alors il y a quelques vidéos. Voilà, donc là on a les petits manchots. Alors ça c'est un donc ça c'était un projet qu'on avait fait en collaboration avec les USA notamment.
parce qu'ils ont pas mal de manchots, de populations de manchots qui sont captifs. Ça s'appelait Invest in the Nest. Donc c'était un Kickstarter pour essayer de collecter des fonds pour mettre en place tout ce projet de fabrication de nids à grande échelle qui ont été installés sur un endroit qui s'appelle Bird Island d'ailleurs. Alors ça c'est l'environnement naturel des manchots, donc là on est sur la colonie de Bird Island justement. On est sur le bord de l'île. Donc pareil, c'est au large des côtes sud-africaines cette fois-là, donc là vous voyez qu'on n'est plus du tout sur le même type d'environnement. Vous voyez ici sur les rochers, il y a du guano qui commence à se redéposer, ce qui est pas plus mal, mais ça va quand même prendre quelques centaines d'années, voire quelques millénaires avant qu'on atteigne une couche de guano suffisante pour qu'ils puissent à nouveau creuser leur nid dedans, donc c'est un peu un problème. Et là sur la même île, vous avez ici des cormorans. Voilà, il y en a un qui s'envole là, qui partage le même espace. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire en sorte que les nids des manchots soient bien protégés, parce que vous avez des oiseaux marins ici de différentes espèces qui partagent le même endroit, donc il faut faire en sorte que tout ça n'ait pas forcément accès aux poussins des autres espèces. Hop. Voilà, donc ça les petits manchots du Cap. Ça c'est un petit jeune. Voilà. Alors les petits jeunes ils sont marrants parce qu'ils sont tout fluffus comme ça. c'est très mimi. Ils ont encore du duvet. Mais par contre ils pincent fort avec le bec. Voilà, ça c'est un encore plus jeune, tout petit. Voilà, donc là vous avez encore un petit ici. Je sais pas s'ils vont montrer un nid, ce serait bien. Ça c'est un nid à ciel ouvert, alors c'est pas top. Voilà. Donc ça, c'est les nids tels qu'on les a fait. Donc vous avez ici le nid en dessous. Il y a quelques trous d'aération qui vont être percés après, ça c'est quand on les avait fait ensemble. Et puis vous avez ce qu'on appelait la fly sheet pour mettre dessus, qui est une couche protectrice supplémentaire pour venir recouvrir le tout. Donc en fait c'est un nid en deux parties. Et c'est fait avec des matériaux recyclables. Alors on avait fait ça en céramique. Et en produits en fibres recyclées. Et ça permettait vraiment d'avoir un produit fini qui soit solide, mais en même temps complètement biodégradable. Et ça, j'ai trouvé ça vachement chouette. On reste vraiment dans une idée voilà, très recyclage, environnement et tout. Et franchement, dans ce genre de projet, je trouve ça important à mettre en place aussi. De penser à la suite. Donc il y a eu plusieurs types de nids qui avaient été testés. Celui-là c'était en fibre de verre, c'était pas top au niveau de la température et de l'humidité. Parce que là par exemple, là quand vous voyez les oiseaux souvent faire ça et ouvrir la bouche comme ça, c'est parce qu'en fait ils sont en train de réguler leur température aussi, ils ont trop chaud souvent. Et donc faut faire gaffe quand vous choisissez les matériaux pour construire des nids, quand vous faites des actions comme ça pour aider à construire des nids. Voilà, donc ça c'était le projet Invest in the Nest. Voilà, donc ça c'était l'un des projets de conservation qui avait été mis en place il y a déjà quelques années et que continuait pendant... je crois que ça continue toujours, mais bon, là j'en fais plus trop partie en ce moment, j'ai d'autres projets en cours. Mais voilà, ils ont réussi à mettre sur Bird Island des centaines de nids. Je trouvais ça très sympa comme type de projet, parce que c'est un projet qui fonctionne en plus, et sachant qu'en plus dans chacun des nids, je crois pas qu'on le voit ici, mais dans chacun des nids j'avais mis un petit capteur qui permettait de savoir quelle était la température et l'humidité à l'intérieur des nids, et je faisais du monitoring de loin à partir d'un serveur qui était situé à Johannesburg, et ça me permettait de savoir, de faire un peu de recherche sur voilà, la température et l'humidité à l'intérieur d'un nid de manchot, comment ça marche en fonction de s'il est habité, s'il n'est pas habité, voilà. Donc voilà, tout ça c'est lié aussi avec de la recherche derrière, et c'est toujours intéressant pour pouvoir proposer de nouvelles méthodes pour essayer de protéger et de conserver ces espèces-là. Alors, donc on a parlé d'une deuxième action de conservation qui concernait les manchots de Boulders Beach, donc avec Sencob ici, qui est le centre de sauvegarde du manchot et de quelques autres oiseaux marins aussi, qui est donc à Cape Town directement. Donc vous voyez ici ils ont pas mal de projets, hein, Penguin and Seabird Rangers, donc ils ont un truc avec des transponders. Alors ça c'est un truc qu'on avait commencé ensemble aussi, ça c'est un projet qui va permettre de savoir quels manchots sont dans quelle colonie, parce que vous n'avez pas qu'une seule colonie de manchots, il ne montre pas grand chose. Vous n'avez pas qu'une seule colonie de manchots, en fait quand on reprend cette carte là,
Vous allez avoir des colonies de manchots un peu partout. Donc vous allez avoir des colonies de manchots ici du côté du Cap, vous allez avoir des colonies de manchots du côté de Port Elizabeth, vous allez remonter jusqu'à East London, et puis vous allez remonter de ce côté-là jusqu'en Namibie, où il y a aussi quelques colonies de manchots. Et alors ce dont on s'est aperçu, c'est que ces colonies de manchots, elles ne sont pas fixes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des manchots qui vont se balader d'une colonie à l'autre. Généralement quand ils sont plus jeunes, parce que c'est dans cette période-là qu'ils vont essayer de trouver un endroit où s'établir en quelque sorte, fonder une famille, etc. Et donc ils vont passer d'une colonie à l'autre en essayant de trouver un coin accueillant où ils puissent s'installer, où ça leur plaît. Alors on sait pas trop comment est-ce qu'ils déterminent le coin qui leur plaît, mais en gros ils passent d'une colonie à l'autre en se disant bon, moi je vais aller là, moi je vais aller là, moi je vais aller là, n'importe. Et ce qu'on aimerait quand même savoir derrière, c'est d'une, comment est-ce qu'ils déterminent la colonie dans laquelle ils vont. Bon, ça peut être intéressant à savoir. Et de deux, jusqu'où ils vont. Alors, on sait qu'il y a des individus qui passent d'une colonie à l'autre, mais on ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent, on ne sait pas jusqu'où ils vont. Enfin bref, on connaît pas beaucoup leur migration, ou leur répartition, et on aimerait en savoir plus. Donc le but de ce petit programme, c'était de mettre dans les manchots une sorte de petite puce, un peu comme lorsque vous poussez votre chat ou votre chien, vous lui mettez un petit microchip dedans, et cette puce, elle est reliée, alors soit vous avez un truc qui va être relié par GPS, ça c'est le top du top, mais bon, il n'y a pas trop ce genre de fond ici, donc on est parti sur quelque chose de beaucoup plus simple. C'est juste une petite puce comme exactement la même que dans votre chat ou votre chien, mais qui va pouvoir être lue par des sortes de machines qui vont être automatiques, qu'on va poser sur les colonies, sur les îles. Donc lorsque vous avez une colonie telle que celle de Boulders Beach par exemple, ou celle ici de Bull Island, vous avez des routes que les manchots empruntent tous les jours pour aller dans la mer et pour revenir de la mer. Alors, je vais essayer de vous en trouver une. En gros, pour rentrer et pour sortir de l'eau, les manchots empruntent quasiment toujours la même route. Il peut y avoir plusieurs routes par île, par colonie, mais ça va être toujours plus ou moins les mêmes. Et donc, ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est qu'on va mettre des lecteurs de puces électroniques sur ces routes qui sont empruntées tous les jours et qui vont permettre de savoir quel manchot a emprunté quelle route, à quelle heure ils sont rentrés et sortis de la colonie, à quelle heure ils sont partis pêcher, à quelle heure ils sont revenus, s'ils sont revenus ou pas du tout, ou si ils ont décidé ce jour-là de partir sur une autre colonie. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir savoir si vos manchots ils sont partis à droite ou à gauche, ou s'ils ont décidé de rester dans cette colonie-là, et puis voilà, c'est tout. C'est une méthode pour nous, pour arriver à suivre les populations, et puis suivre cette fois-ci plus les individus qui vont se balader à droite et à gauche. Donc ça, c'est un des autres projets qu'on avait avec... là du coup, je vois que c'est Sandcock qui a repris le projet. Et donc voilà, c'est juste des puces électroniques comme ce que vous avez dans votre chat ou votre chien, tout simplement. Vous avez d'autres actions de conservation comme celui de African Penguin and Seabird Sanctuary, qui celui-là est situé à Randsby, donc pareil en Afrique du Sud, pas loin de la côte, mais cette fois-ci un peu plus... Alors celui-là il va être de ce côté-là. Voilà, donc là vous avez le Cap ici, et puis là vous avez Port Elizabeth. Et du coup, eux, ils vont aussi récupérer des manchots et des oiseaux marins, et puis quand ils sont en mauvais état, ils les remettent en pleine forme, et puis après ils les relâchent. Voilà, donc des traitements médicaux. Et puis eux, ils vont se déplacer, donc vous les appelez si jamais il y a un problème, ils viennent récupérer le manchot, et puis voilà. Ils s'en occupent. Donc ça c'est pas mal. Et puis ils faisaient aussi partie du projet avec Lenny. Et il y a un autre truc qui s'est mis en place dernièrement aussi pour la protection des manchots et dont ils font partie, c'est la mise en place de zones protégées, ce qu'ils appellent des MPA, qui sont des Marine Protected Areas, donc des zones marines protégées, qui vont permettre de créer des endroits qui sont sans intervention humaine pour les manchots. C'est-à-dire qu'en gros, d'une, on va pas venir les embêter dans leur colonie, c'est-à-dire qu'on va pas embêter les manchots parce qu'on veut faire des jolies photos, on veut venir les gratouiller, voilà. Donc il y aura pas de tourisme,
ou alors de très loin. Et il n'y aura pas non plus de surpêche dans ces zones-là, il n'y aura pas de pêche du tout d'ailleurs. Parce que du coup ça permettra de conserver le stock de poissons uniquement pour les manchots et puis pour tout le reste des créatures qui sont là. Comme ça voilà, on n'est pas trop en compétition avec eux. Alors ces MPA elles sont très bien, sauf qu'elles sont évidemment un petit peu limitées parce que la zone que vous protégez ne peut pas être trop grande, parce que si vous la faites trop grande, ça veut dire que vous tuez un petit peu toute votre industrie de la pisciculture, de poissons derrière, parce que ces gens-là aussi, ils ont besoin de manger, et ces gens-là aussi, ils ont besoin de travailler, et ils ont besoin d'aller pêcher pour ça. Donc vous pouvez pas non plus décider tout d'un coup, toute la côte est protégée, ça y est, plus personne ne pêche, c'est pas possible. Donc il faut faire avec aussi les entreprises qui vont pêcher, donc vous pouvez mettre en place des zones de protection, mais vous pouvez pas non plus les faire trop étendues, sinon vous tuez votre industrie derrière. Et donc le problème qu'on a, c'est que les poissons, ils vont pas se limiter juste à la zone protégée, ils vont aussi sortir de la zone, notamment dans le cas des sardines, hein, on est reparti par exemple sur le Sardine Run ici. Les sardines, elles vont ici la majeure partie de l'année, sauf qu'elles se baladent, hein, elles restent pas juste au même endroit. Et puis après, pendant l'hiver, elles remontent sur les côtes et elles quittent complètement les zones protégées, les zones marines protégées qui ont été mises en place. Et là, tout le monde a le droit de les pêcher dans ces cas. Les zones de protection marine, ça a une certaine utilité, mais l'impact n'est pas aussi important que ce qu'on aimerait vraiment pour que l'espèce se redéveloppe, survive, sorte de l'extinction. Voilà, donc ça c'est une autre action qui est mise en place, avec des résultats plus ou moins positifs, on va dire, mais c'est quelque chose qui peut, entre autres, aider à la préservation des manchots du Cap. Donc pour les zones protégées, il y en a eu quelques-unes qui ont été récemment mises en place en plus de ce qu'il y avait déjà, donc notamment du côté de Port Elizabeth, vous avez toute une zone maintenant qui a été protégée juste ici, autour de certaines îles qui contiennent des oiseaux marins et notamment du manchot, et ce qui va peut-être, on espère, permettre que les manchots se redéveloppent dans cette zone-là. Bon, voilà, c'est un espoir, hein, on n'est pas sûr que ça fonctionne, mais on croise les doigts. Si vous voulez, chaque action séparément n'a pas finalement un très grand impact. L'action de juste remettre des nids sur place sur les îles, c'est bien, mais ça va pas régler par exemple le problème de nourriture. Maintenant, l'action de mettre en place des MPA, donc les zones de protection marine, c'est bien, mais ça va pas régler le problème des nids. Et ça règle pas non plus le problème de la nourriture au complet. L'action de récupérer des petits pour les élever, ou de les sauver quand il y a un problème, ou de les soigner s'ils sont malades, c'est bien aussi, mais c'est pareil, ça règle pas le reste des problèmes qui sont la pollution massive qu'on a tout autour des côtes, le plastique, enfin bref, tout ça. Donc si vous voulez, chaque action va s'ajouter aux autres et va permettre, une fois que vous avez un tout, de vraiment progresser vers le résultat que vous souhaitez. Vous pouvez pas faire juste une action et se dire c'est bon, on a sauvé l'espèce, ça marchera pas. Il faut plusieurs actions en fait pour arriver à un résultat à peu près correct. Et surtout, il faut que tout le monde se mette d'accord pour arriver à aller dans le même sens, parce que si jamais il y en a un qui dit wow, de toute façon, moi non, je fais mon petit truc dans mon coin et puis les autres, je m'en fiche, ça marchera pas non plus. Généralement, c'est des actions concertées qui se font ensemble. Je vais pas vous mentir, pour le manchot africain, pour l'instant, on n'est pas bien parti. Alors on essaie de faire ce qu'on peut, hein, voilà. Mais voilà, vu les problèmes auxquels il a à faire face en ce moment, il est pas top en ce moment le manchot. Hein. Alors ça c'est un truc que je fais jamais. Alors j'aime beaucoup Graham. Graham, c'est le gars qui est dans la vidéo, il est très sympa, il connaît très bien son boulot, il est très doué avec les oiseaux aussi. Mais par contre, ça là, pour moi c'est non. Je m'explique. On dit aux gens, tout le temps, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, n'importe, arrêtez les selfies avec les animaux. Arrêtez. Juste, ça suffit. C'est pas la peine de vouloir vous prendre en photo avec un animal mignon, parce que c'est vrai que ça va faire plus de vues et tout, mais derrière, il y a plein d'autres choses qu'on ne devrait pas cautionner, que du coup vous cautionnez en prenant cette photo avec cet animal et que vous encouragez même, c'est-à-dire le trafic d'animaux, le problème de mutilation pour certains animaux, le fait que ces animaux ne sont pas du tout soignés comme ils le devraient, ou sont pris à leur milieu naturel alors qu'ils ne devraient pas.
on a tendance à dire arrêtez de faire, de prendre des photos avec des animaux mignons, arrêtez de montrer que vous faites des câlins à des animaux mignons devant la caméra. On sait que ça fait plus de vues, on le sait, mais c'est pas le bon comportement à adopter, et surtout c'est pas quelque chose. Alors dans notre métier, bah oui, on a des manchots comme ça, on a des animaux qu'on touche parce que t'as pas le choix. Quand t'essaies de les sauver, quand t'essaies de les nourrir, quand t'essaies de les élever, bah oui, évidemment t'es au contact de l'animal, mais tu le câlines pas forcément. Donc ça pour moi c'est pas du tout une bonne image à montrer en fait. Voilà, donc ça typiquement pour moi c'est non. Bon, après je comprends que t'aies envie de récupérer l'aval du public et de te dire oui, avec un animal mignon ça marche mieux quand même, hein. C'est comme tous ces chats mignons dans ces vidéos, c'est pour ramener des viewers, c'est clair, mais c'est pas quelque chose à encourager en fait. Tu devrais pas montrer ce genre de comportement sur caméra. C'est pour les caméras. Bah oui, c'est ça, c'est pour les caméras. Voilà, c'est juste que pour moi, le comportement n'est pas à encourager et c'est pas quelque chose qu'on devrait montrer vraiment à la caméra parce que bon. Oui, bah oui, c'est ça. Si c'est quoi le risque de causer plus de mal que de bien, c'est contre-productif. Bah oui. Donc du coup, voilà. Déjà, on dit aux gens arrêtez les selfies avec les animaux. Ça serait gentil parce que vous avez certainement tous entendu les histoires assez horribles de bestioles qui se sont fait arracher des dents ou bien enlever les griffes pour pouvoir être données après à des touristes qui veulent juste prendre une photo avec. C'est assez triste. Bon, pour les manchots, ce n'est pas le cas. De toute façon, ils vous le diront rapidement s'ils n'ont pas envie d'être attrapés comme ça. Vous le saurez tout de suite. J'avais une petite histoire sympa à vous raconter d'ailleurs concernant les manchots. C'est une petite histoire de quoi. Alors je citerai pas de nom parce que bon c'est une histoire vraie, hein. Évidemment. Donc que des histoires vraies ici. Alors cette petite histoire, c'est une histoire d'un manchot qui a volé, vraiment volé pour de vrai, hein, dans le ciel et tout et tout. Alors, vous savez très bien qu'on fait la différence entre les manchots et les pingouins, que en fait les pingouins, on dit en anglais on dit penguin pour manchot, mais en français pingouin ça désigne tout à fait un autre oiseau, c'est un oiseau qui lui est capable de voler pour le coup. Mais le manchot lui, celui-là lui il vole pas du tout. À moins que vous considériez que voler sous l'eau, que nager c'est une sorte de vol dans l'eau, mais en l'occurrence lui il vole pas du tout. Mais du coup, moi je connais un manchot qui a vraiment volé. Et pas juste sauter et que planer 2 minutes et tomber dans l'eau. Non, voler dans le ciel pendant plusieurs heures. C'était dans un aquarium où il y avait des manchots du coup. Ce jour-là, comme d'habitude, il faisait une présentation pour les visiteurs où il montrait le nourrissage des manchots. Comme souvent. Et ces manchots-là étant suffisamment habitués à l'homme, hein, vu qu'il était en captivité, et pas mal d'entre eux ayant été élevés en captivité, donc élevés par l'homme en l'occurrence, ils étaient très familiers, et donc en fait les visiteurs étaient juste à côté de l'enclos des manchots, donc ils avaient juste un tout petit muret qui séparait les deux, et puis c'était tout, mais bon, voilà, ils étaient pas méchants, ils allaient pas attaquer, les visiteurs, il y avait toujours quelqu'un avec les visiteurs pour qu'il y ait pas non plus de soucis, qu'ils essaient pas de toucher les manchots ou quoi, donc tout allait bien. Ce jour-là, une famille arrive pour voir le déjeuner des manchots. Tout se passe très bien, la famille repart enchantée, l'aquarium était formidable, les manchots étaient superbes, tout se passe bien. À l'aquarium, un peu plus tard, on fait le deuxième nourrissage de la journée, parce que souvent les manchots vous les nourrissez 1 à 2 fois par jour, ça dépend de l'âge, et puis ça dépend aussi s'ils ont mangé le matin ou pas. Ils peuvent des fois décider de manger le matin et pas l'après-midi, ou l'après-midi et pas le matin, bref. Ça dépend de l'individu, ils sont un peu difficiles des fois. Et donc ils regardent pendant le deuxième nourrissage de la journée, ils se rendent compte qu'un des manchots manque à l'appel. Alors là, la panique, excusez-moi, où est passé mon manchot? Ils cherchent partout, impossible de retrouver le manchot en question. Arrive le soir, toujours pas de manchot, et là, l'aquarium reçoit un coup de fil. À l'autre bout du fil, c'était la mère de la famille qui était venue le matin, qui était absolument paniquée, parce que son enfant, en ouvrant son sac, elle avait découvert un manchot dedans. Le problème, c'est qu'ils étaient pas tout à côté. C'est que eux, ils étaient partis à la plage pour les vacances, et qu'après ils étaient rentrés de vacances, en avion, à Johannesburg. C'est-à-dire que ça fait à peu près 1 à 2 heures d'avion quand même, hein, c'est pas tout à côté.
Il s'avère donc qu'en fait, c'était l'enfant de la famille qui, ayant décidé que les manchots, ça faisait quand même de vachement bonnes peluches, pendant le nourrissage, personne ne le regardant, il avait simplement attrapé l'un des manchots qu'il y avait devant lui, là, juste de l'autre côté du petit muret, il l'avait pris, il l'avait mis dans son sac, et puis il était rentré avec, et le manchot, ayant été élevé à la main, il se sentait bien, il allait bien, il n'y avait pas de souci, il était dans le sac, au chaud, tout allait bien, et il a pas fait un bruit. Et la famille est redescendue le lendemain en voiture. Alors, la route en voiture prend 2 jours quand même, hein, donc ils sont repartis à toute vitesse vers l'aquarium, avec le manchot dans la voiture, pour ramener l'animal à l'aquarium, parce qu'ils pouvaient pas reprendre d'avion tout de suite, chose de plus possible, bref. Donc voilà, nous avons un manchot qui a effectivement volé pendant 1h30, 2 heures dans le ciel. Et c'est une histoire vraie. Donc si vous allez dans un aquarium, n'essayez pas de mettre des manchots dans vos sacs quand même. Voilà, ça c'était l'histoire de Manchot. La vraie histoire de Manchot. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur Twitch ou sur YouTube pour de nouvelles aventures avec des plumes.